Alors la première chose, avant de passer les images, je veux faire la différence entre une plante et un animal. C'est très important. Une plante est autotrophe, un animal est hétérotrophe. La plante est capable de fabriquer sa nourriture à partir de l'énergie solaire. Et un animal, c'est un prédateur. L'animal dépend de tout le reste, que ce soit des plantes et des animaux, parce qu'il y a des animaux carnivores, bien sûr, dont nous faisons partie. Nous sommes des animaux. Et nous dépendons de tout le reste. Nous sommes fragiles. Si on détruit ce qui est vivant autour de nous, nous nous détruisons nous. La première des choses dont nous avons besoin pour vivre, que ce soit des plantes ou des animaux, c'est l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? On doit comprendre ça. C'est quelque chose qui relie toutes sortes d'êtres vivants entre eux. Si on détruit seulement un individu de l'écosystème, probablement on détruit tout. Donc il faut qu'on arrive à protéger ça parce que nous dépendons, nous, animaux, nous dépendons de tout ça. Comment faire? Ça, c'est un jardin d'orties que j'ai fait en mail pour renforcer l'immunité. C'est gratuit, donc c'est une économie qui est exactement opposée à celle que l'on a vue précédemment. Et il y a des collections d'orties diverses qui sont... Et on peut, on fait la démonstration de la fabrication du purin d'ortie, ce qui est normalement quelque chose que l'on devrait aller acheter dans un magasin, alors qu'on peut le fabriquer soi-même. L'accès à la gratuité. Pourquoi l'eau? Il y a de l'humidité dans l'air. Et on ne la voit pas, mais il suffit qu'il y ait des conditions de condensation pour qu'on la voie. Nous ne pourrons pas vivre sans eau, nous avons de l'eau dans le corps, il y a de l'eau partout. Il n'y a pas de vie en dehors de l'eau. Donc on doit prendre soin de l'eau. Cette image montre qu'on est bien dans l'eau. Là c'est l'eau de la mer, là c'est le nuage, on les voit. Mais là aussi, sauf qu'on ne les voit pas, on voit l'eau, mais elle existe. L'épaisseur de la biosphère. The top of the clouds, it's maybe 11,000 meters on the level of the sea. The thickness of the biosphere. All the life is here. C'est parce que la libellule, sa larve, elle est carnivore. Donc ça, c'est le symbole du jardin planétaire qui n'existerait pas sans l'eau. Donc là, on est dans l'eau de l'air et là, l'eau de l'eau. Et nous utilisons de toute façon ces deux milieux. Donc, savoir où on habite. Nous sommes dans l'eau. Je montre juste quelques milieux de l'eau. Celui-ci, c'est la mer Méditerranée. Un jardin que j'ai eu l'occasion de faire au bord de cette mer, le domaine du Rayol. Il y a un livre qui est sorti récemment sur la richesse de la diversité dans le parc des Calanques, donc sous la mer. Le seul individu de diversité que je vous montre, parce qu'on peut le voir là, c'est au nord de l'Australie. Une mission très intéressante que j'ai été faire là-bas. Et on nous avait dit, ne vous baignez pas, parce que dans cette partie-là de l'Australie. Parce que lui, il adore vous manger. Il est carnivore. Le problème, c'est qu'autour du jardin de Pamplemousse, il y a des cultures de canne à sucre qui sont traitées avec des intrants qui eutrophisent démesurément le milieu, la terre, mais bien sûr les ruisseaux. Et ça finit par eutrophiser la retenue d'eau qui pousse le Victoria, et les jardiniers sont obligés d'aller sortir toutes les plantes qui sont venues un peu pas parasiter, si vous voulez, ce milieu, pour laisser la vie au Victoria. Je vais vous montrer la dépendance du monde végétal à l'eau en général. Là, on voit l'eau, certaines fois on ne la voit pas. Ça, c'est une photo de la rivière ici, à côté, dans cette partie de la Roumanie, mais un peu dans d'autres endroits. C'est qu'on a une prise de conscience de l'eau et de la végétation, donc d'une incroyable richesse, qui est très très forte, et que le paysage n'est pas encore traumatisé par un mode de gestion industrielle. Ce n'est pas le cas quand on se rapproche de Bucarest.
terrestre. Mais quand on est par ici, on a un équilibre qui est exceptionnel. Alors, j'aborderai tout à l'heure la question du brassage sanitaire. Voici un exemple. Dans un milieu aquatique, ils sont très humides. Le Sarracenia, qui est une plante carnivore américaine, qui est maintenant en Europe, partout dans les endroits humides, et elle fait quelque chose qui n'était pas prévu. Elle attire, comme vous savez, les insectes. Il y a un clapet qui permet de l'emprisonner et de digérer. Et là, il commence à attirer le frelon asiatique. Alors, dans tous les jardins que j'ai eu l'occasion de faire, il y a de l'eau. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal pour obtenir que l'eau soit biologiquement acceptable. Elle est traitée. Là, vous avez des jets d'eau qui amusent les enfants. Ici, il y a un canal d'eau qui commence à être détruit. Et là, ils commencent à prendre l'idée qu'ils vont faire un jardin humide. Et ça y est, ils sont en train de commencer à changer de modèle culturel. Parce que sinon, toute l'eau telle qu'elle apparaissait depuis la création du jardin en 1986, c'est traité. Parce qu'il ne faut pas que les habitants puissent prendre le risque de boire de l'eau pas traitée. Ça, c'est un petit jardin que j'ai fait il y a très longtemps, et l'escalier tombe dans l'eau. Et ça, c'est un bassin. Mais j'ai eu le même problème. Je n'ai pas obtenu le droit d'avoir de l'eau biologiquement acceptable. Est-ce qu'on peut changer de point de vue en disant arrêtez quoi? On voudrait bien qu'il y ait quelque chose qui vive dans l'eau. Ici, il y a le projet de faire un bassin pour justement accepter toute une diversité. Ça, c'est au jardin de Valois et au musée du Quai Branly. Donc on voit arriver des oiseaux. On a même vu un héron. Voilà. Et dans les temps du Carme également, un jardin qui fait près de Péronne, il y a un jardin qui parle de la guerre. Alors ici, si je vous montre ça, c'est parce que c'est l'eau qui est en jeu. Vous avez la toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire, qui a été abandonnée avant la fin de sa construction. Cette partie-là est terminée, ça c'est pas terminé, la guerre était finie, ça s'est arrêté. Il se trouve qu'on m'a demandé si je voulais faire un jardin dessus, j'ai fait un jardin. Notamment dans l'intérieur des chambres dites d'éclatement, qui n'étaient pas encore finies, ça faisait de la lumière, on pouvait faire pousser des plantes. Sur un sol très net, avec l'opportunité d'un enfilement de perspective qui me laissait la possibilité d'avoir un petit canal. Et j'ai aussi mis des prêles, des écussétomes, des plantes d'eau. Bon. Mais ça c'est une photo récente, c'est que juste il ne s'en occupe plus parce qu'il y a des gouttes d'eau qui passent au travers de la base, mais depuis toujours. C'est normal, ça a été construit par des maçons qui étaient des résistants, employés par les Allemands, mais qui ne voulaient pas faire du béton de bonne qualité, ils ont fait un béton maigre, sauf que en ce moment, ils veulent occuper les pièces en dessous pour accueillir des publics. Alors ils vont enlever tout le jardin et faire une étanchéité, alors qu'on pourrait dire qu'on accepte le fait qu'il y ait des gouttes qui tombent. Donc l'eau est mal vue. Maintenant, je parle de la force de l'eau. Là, on est dans un autre cas de figure. L'érosion. Ça, ce sont des minérales qui sont dans un jardin, qui ont été emportés pendant plusieurs mètres, très loin, et tout est érodé autour. Et pourquoi? Parce que le mode de culture, d'exploitation du sol agricole a beaucoup changé autour. Ils ont supprimé les haies, supprimé les arbres, donc la rétention de l'eau dans le sol disparue, et toute l'eau arrive quand il pleut dans le Talweg, le ruisseau, alors que pendant des siècles et des siècles, il n'y avait jamais eu d'érosion. Mais alors, ça m'a fait un jardin en creux que j'aurais jamais eu l'idée de faire. Et aujourd'hui, ça a repoussé, et vous voyez un petit passage entre des prêles et une minéral, et tout va bien. Cela dit, il y a des plantes qui sont habituées
aux forces de l'eau, aux attaques, et qui ont des systèmes racinaires implantés de façon tellement puissante qu'ils peuvent tenir. Là, vous avez les Philao. Alors, j'ai rarement vu le système racinaire des Philao à l'air, mais ça existe, hein, c'est un l'île de la Réunion. Après, un cyclone. Et vous voyez qu'il y a des racines verticales qui sont extrêmement puissantes. Celles qui donnent le maximum de vie sont plus près de la surface, mais celles qui vont chercher l'eau douce sont verticales. Et ça, c'est un palétuvier. Et lui, il vit depuis longtemps. C'est en Australie, et manifestement, il résiste à des mécaniques de la vague, des tempêtes, etc. Alors maintenant, la sécheresse. Nous sommes en train de passer à une phase de manque. On voit donc des étangs entiers qui s'assèchent. Une ancienne tourbière ici qui est devenue maintenant une petite forêt, par exemple. Ça, c'est dans le Limousin, c'est pas loin de chez moi. Il y a encore des endroits où il y a des retenues d'eau, c'est le cas de la Creuse. Mais avec la sécheresse, vous avez dans les versants qui sont évidemment secs, avec le sel qu'il y a là-bas, qui est une arête halitique, c'est très disparatant, les arbres sont complètement grillés. Ils ne sont pas morts, hein, mais ils peuvent sécher des mois et des mois avant. Le moment où d'habitude ils sont secs, c'est-à-dire être secs début août, quoi. Malgré le fait qu'il y ait de l'eau qui s'évapore. Là, vous voyez, c'est mon jardin, ça, avec la dessiccation. Rien n'a véritablement été détruit. On n'a pas perdu, il y a eu des plantes qui se sont arrêtées de vivre, on peut dire. Après, c'était il y a 3-4 ans, après la sécheresse successive, la strate herbacée est devenue couleur comme ça, paille, mais au bout d'un moment, le soir, il y a eu un éclairage qui a fait qu'elle était rouge. Alors, comme on a vu tout à l'heure, des plantes qui résistent à la force de l'eau, il y a des plantes qui résistent à l'absence de l'eau par un stockage, une capacité de stockage. Mais il y a aussi des arbres qui ont mis ça au point. Alors, cette plante est de la famille des vignes. C'est une vitacée dans le désert de Namibie. Et il y a environ 15 jours ou 3 semaines de feuillage par an. Parce que c'est le moment où il pleut. Il a plu, le feuillage repousse. Et à ce moment-là, tout se stocke, toute l'humidité se stocke dans son appareil végétatif dans le tronc. Alors, c'est un cerisier. Prunus cerasus, un bois qui s'appelle la croisière, et qui est une ZRAD, zone rurale à défendre, où on m'a demandé d'intervenir. Quelque chose qui est très très rare, c'est la densité incroyable de floraison, qui exprime l'idée qu'après des stress successifs, de chaleur, de sécheresse, l'arbre se décide à faire des fleurs se reproduire. Donc, il y a une menace. Et ce n'est pas seulement cet arbre-là, c'est dans énormément d'arbres qui ont fleuri au printemps. Ça, c'est une image caricaturale d'une barrière qui correspond donc à une idée de frontière. C'est un des deux murs entre Tijuana et les États-Unis, et c'est une illusion biologique. Ça n'a aucun sens, évidemment, biologiquement parlant. Le vent traverse, l'eau aussi d'ailleurs, les animaux, les oiseaux, que nous qui sommes développés. Or, tout voyage, tous les êtres vivants voyagent depuis toujours. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire admettre aujourd'hui. La migration. Dans le jardin planétaire, les animaux et les plantes circulent depuis toujours. Les climats ont changé. Les biomes, c'est-à-dire les zones de compatibilité de climat, ont changé de frontières. Et, par contre, elles correspondent effectivement à des frontières pour certaines espèces. Une plante de climat tropical aura du mal à vivre dans un climat tempéré, froid. Mais elle pourra changer le continent à partir du moment où elle retrouvera son climat. Donc ça, c'est
un des premiers murs entre le Mexique et les États-Unis. On voit ça c'est le côté américain. Ils ont fait énormément de routes pour surveiller et que la façon de travailler le sol par les routes, ça a accueilli les pionniers, toutes sortes d'espèces pionnières, qui sont notamment des plantes qui ne sont pas forcément d'origine de Californie, donc elles sont tirées à bout portant. De l'autre côté, il y avait, parce que ça n'existe plus maintenant, dans le bâtiment réservé à l'écologie, parce qu'il y a une réserve écologique côté californien, un bâtiment où on vous explique ce que c'est que les envahisseurs. Alors, j'ai fait une conférence à Tijuana quelques temps après avoir visité ça, et j'ai dit que je trouvais ça extrêmement surprenant, qu'on ait cette attitude, et ils ont enlevé les affiches. En disant je tue les exogènes, parce qu'elles n'étaient pas là avant, elles n'ont pas le droit d'être. Mais celles qui sont là depuis pas très longtemps vont partir parce que le climat ne leur convient plus, mais il reste quoi? Le mécanisme de l'évolution, ça a toujours été un changement. Il faut que nous acceptions ça dans l'agenda à toutes les échelles. Donc, accepter le brassage planétaire, ça fait partie des données importantes. Et puis, reconnaître la diversité dans chaque écosystème. Mais là, il y a un problème de pédagogie. Bon, là, vous voyez la chenille de Kyria jacobé, la goutte de sang, le papillon, qui mange le senson de Jacob, mais lui, comme il est rayé en noir, les oiseaux ne veulent pas le manger parce qu'ils savent que c'est poison. Donc il y a aussi tout un langage. Encore faut-il qu'on l'apprenne, parce que ça, on ne le dit pas à l'école. Il faut qu'il y ait un enseignement sur le vivant, partout, à tous les niveaux, et les petits, ils adorent ça. Ils sont d'accord. Bon, on ne fait pas. Ça, c'est Cuculia verbacille. Je mange des verbascum chez moi, et leur donne à manger. Et puis voilà la grand-mère du Caucase. Les insectes qui sont des cétoines et des cérambiques, s'ils sont arrivés, ils sont locaux, je puis dire, enfin, mais elle est arrivée parce que je l'ai semée il y a très longtemps, et c'est interdit. C'est photosensibilisant. Des exercices de prise de terrain. C'est-à-dire comment on pratique quelques exercices pour essayer de voir quelles sont les solutions. Et là, nous sommes dans la vallée de la Vregava. La Vregava, c'est en Bosnie-Herzégovine, dans la partie sud. Et là, il y avait beaucoup de ruines. C'était à 15 ans après la guerre. Et l'idée était de retrouver des terres le plus proche de la Vregava, parce que c'était les seuls endroits où on pouvait cultiver, pour rajouter des potagers, vergers, mais aussi des arbres d'ornement, des plantes, enfin bon, pour faire vivre les gens. Avec le souhait de faire que les habitants reparlent entre eux, parce qu'ils étaient en guerre. On a fait ça pendant une vingtaine d'années, avec des collectifs, avec notamment des locaux. Mais on a commencé par nettoyer. Ensuite, on a tracé les sentiers dans les friches. On a récupéré remis en état les fonctions de chute d'eau, de cascade. Et la chose la plus inattendue, de faire des meubles en les positionnant dans le paysage pour que les habitants puissent retrouver leur point de vue tel qu'ils les avaient quand ils étaient enfants. Et finalement, ils sont venus se rebaigner au pied de la cascade, et on a vu effectivement des gens reparler entre eux, en s'asseyant sur les bancs qu'on avait placés. Ça a duré, heureusement, grâce aux enfants aussi, les petits, c'était plus facile. Il n'y a pas eu de plan de jardin, de plan disons, fait en amont. Le plan, le dessin, on l'a fait après, sur ce qui a été réalisé. On est sur le terrain, et là, on travaille. Et après, on fait le relevé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous demande d'habitude, on nous demande un projet. Il y a un énorme écart entre le projet qu'on nous demande, et que nous sommes parfois obligés de faire, et ce qu'il faut faire à la ville de Grenoble. Les habitants se plaignaient parce qu'ils voyaient pousser de l'herbe entre les pavés, parce que la mairie avait abandonné les herbicides. Ils m'ont demandé mon avis.
Je leur ai dit, ce qu'il faut, c'est expliquer aux habitants. Si les habitants comprennent qu'une plante, ça a un nom, qu'elle a un rôle avec un insecte, un papillon, je ne sais pas quoi, ou autre chose, qu'elle a un rôle pour nous, parce qu'elle peut être utile aussi pour nous directement, alors il faudrait faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Parce que leurs jardiniers de la ville ont fait les médiateurs. C'est eux qui ont expliqué aux habitants ce que c'était, pourquoi ils faisaient comme ça. Et là, c'est un groupe de gens qui travaillent sur le terrain, mais ce sont petits groupes là, à l'île de la Réunion. Ils font des interventions directement dans des friches, dans la ville, sur la montagne. Là, ils sont en train de faire un cours à des enfants, mais par rapport à l'addition des fruits, on est en pleine ville. Et ça, c'est 2 jours par semaine, c'est gratuit, et c'est toute l'année. Donc là, c'est le mode de gestion équilibré qui, moi, me plaît beaucoup dans un pays comme la Roumanie. On a l'impression que les Roumains, pas tous, ont encore la possibilité de vivre en exploitant, mais sans détruire, grâce aux techniques paysannes. On voit comment ils font sécher l'herbe. Là, le bois, on ramasse, on met, enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est comme l'histoire du purin d'ortie, ils n'ont pas acheté quelque chose. Hein. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, on est en train de déclarer que les techniques qu'autrefois on jugeait archaïques, finalement, sont celles qui reviennent dans les pays soi-disant riches, industrialisés. Il y a dans le passé des usages avec des machines, des outils qui sont d'une grande intelligence et quelquefois supérieures en efficacité à des machines qu'on a inventées récemment. Ça, c'est l'arboretum de la Cédelle. Alors, je finis par des sortes de symboles, mais qui ne sont pas vraiment uniquement des symboles. Là, sur l'eau, la tour à eau, je monte sur le mont Gerbier de Jonc. En réalité, il ne s'agit pas d'une montagne volcanique, mais de la cheminée volcanique. La montagne a disparu par érosion. Et les pierres que vous voyez là, c'est de la phonolite. C'est un basalte, et quand vous tapez dessus, ça fait de la musique. Et quand je monte là, c'était 2 mois et demi après une période de sécheresse. Les buissons étaient grillés, mais à un moment donné, presque en haut, je vois une goutte d'eau. Il n'a pas plu pendant 2 mois et demi, tout est sec partout. Et là, presque en haut, il y a une goutte d'eau. J'ai déduit que la totalité de ce relief était une tour à eau. C'est-à-dire un obstacle en relief capable de capturer l'humidité de l'air, qui vient se condenser sur la phonolite. Alors j'ai fait une proposition avec la phonolite, et quelquefois avec des sortes d'ailes un peu plus grandes, pour que si l'humidité se condense, elle se condense partout la nuit, et que ça coule plus vite. Donc ça, c'était les dessins. J'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas fait de dessin plus détaillé. C'est minuscule. Mais à mon avis, les gouttes, elles se font aussi, même parce que tout est en pierre sèche. Hein. Sauf ça. Donc ils ont commencé à construire, et ça a pris 1 mois. Vous voyez la construction. C'est sur la ligne du partage des eaux, en Ardèche, pas loin du mont Gerbier de Jonc. Au bout d'1 mois après, il faisait toujours aussi chaud, et il y avait de l'eau plein la vache. On peut imaginer que même les bâtiments peuvent avoir un système de capture de l'eau, comme de capture du vent, comme de capture du rayonnement solaire. Et je finis par le cercle complet à la Saline Royale. Alors pourquoi? C'est que là, c'était des travaux. L'architecte Claude Nicolas Ledoux avait construit tout ça. À l'époque, on extrayait le sel pour le vendre comme de l'or. Il n'a jamais fini son projet. Nous avons fini ça, c'était un concours, hein, et il y a 2 ans. Et là, il y a une vingtaine de petits jardins expérimentaux maintenant, basés sur le changement climatique. Là, ce sont des photos prises récemment
si je vous montre ça, c'est parce que je me suis adressé aux jeunes qui font ça. Au départ, hein, c'était un appel à projet pour eux, en disant « vous êtes des oursons métis ». Les enfants, eux, ils naissent dans le contexte du réchauffement climatique. Et c'est eux qui apprennent à leurs parents comment ils doivent faire.